Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Les frais de voyage diplomatiques ont coûté plus de 423 000 $ aux Saskatchewanais. En tout, 17 déplacements officiels en Saskatchewan ont engendré des dépenses de plus de 423 000 $ de fonds publics au cours des 6 derniers mois de l'exercice fiscal précédent, selon le dernier rapport sur les dépenses liées au voyage du premier ministre Scott Moe et de ses ministres publié mardi. Parmi ces voyages figure notamment le déplacement du premier ministre saskatchewanais Scott Moe à Dubaï, aux Émirats arabes unis pour assister à la conférence des Nations unies sur le changement climatique en décembre dernier. Selon les données fournies par la province, ce voyage a engendré des dépenses de 32 417 $. En outre, la mission de Scott Moe en Inde, réalisée du 18 au 23 février dernier, a entraîné des dépenses de 37 398 $ aux contribuables. Selon le rapport émis par la province, le déplacement le plus onéreux est celui du ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, effectué du 8 au 15 décembre dernier en Philippines et à Singapour. Ce voyage a coûté 38 385 $ aux Saskatchewanais. Parmi ces déplacements diplomatiques, 5 ont eu lieu à l'étranger, tandis que les autres étaient des déplacements interprovinciaux. Bien que ces sommes puissent sembler importantes, elles sont de nature à engendrer des retombées positives dans certaines circonstances, analyse le professeur émérite d'histoire de l'Université de Regina et observateur de la scène politique en Saskatchewan, Stephen Kinney. Ce dernier souligne notamment que Scott Moe a maintenu ses liens économiques avec les autorités indiennes alors que la relation entre Ottawa et New Delhi traversait une période de difficultés. En mars dernier, l'opposition officielle a critiqué le déplacement du ministre responsable de Sask Power, Dustin Duncan, à Paris. Selon le nouveau Parti démocratique, le ministre saskatchewanais aurait dépensé 3 500 $ en frais de service de voiture pour des visites touristiques. Le syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba a conclu un accord de principe avec ses employeurs quelques semaines après que leur dernier contrat de travail ait expiré. Il s'agit d'une échéance plus courte comparée aux négociations menées entre 2017 et 2021. À l'époque, les infirmières et infirmiers avaient dû attendre plus de 4 ans et demi avant de recevoir un nouveau contrat de travail. Selon une publication sur les médias sociaux, le syndicat indique que son comité de négociation a appuyé à l'unanimité le contrat proposé à la fin de la semaine dernière. Il recommande aux infirmières de voter en faveur de cette proposition. Selon un porte-parole, les membres du syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba recevront des informations détaillées sur l'accord mercredi et un vote de ratification sera organisé ultérieurement. Le syndicat n'a pas voulu donner des détails sur cet accord de principe, y compris les informations salariales, avant que ses membres ne prennent connaissance du contrat proposé. Le dernier contrat de travail des infirmières et infirmiers du Manitoba a duré pendant 7 ans et a expiré le 31 mars. Le syndicat a également indiqué que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes persistants du système de soins de santé. Lorsque l'accord avait été conclu en 2021, plusieurs années de salaires rétroactifs et d'augmentation générale des salaires avaient été incluses dans la négociation. Il s'agissait également d'améliorer les primes de poste, les heures supplémentaires et autres indemnités, les incitations au voyage et au transfert et les protections contre les durées de travail et d'attente démesurément longue. Le nouveau contrat intervient alors que le syndicat des infirmiers et infirmières du Manitoba, qui représente plus de 12 000 infirmières dans la province, s'apprête à tenir son assemblée générale annuelle mardi et mercredi dernier. Les organismes communautaires francophones de l'Alberta saluent le plan 2024-2028 du gouvernement Danielle Smith. L'Alberta compte le 3e plus grand nombre de francophones en dehors du Québec après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Dans son plan d'action 2024-2028 rendu public mardi, l'Alberta s'engage à ce que les services en français existants du gouvernement provincial, visibles, accessibles et promus auprès de la communauté. En d'autres termes, les services en français, lorsqu'ils existent, devraient faire l'objet d'une offre active, comme c'est le cas pour les services fédéraux bilingues. L'Alberta veut aussi accroître la visibilité des symboles franco-albertains, dont le drapeau franco-albertain est devenu un emblème officiel de la province en 2017. Le plan d'action comprend plus d'une centaine de mesures que les différents ministères veulent mettre en place dans les 4 prochaines années. En matière d'éducation, le gouvernement s'engage à accroître l'accès à l'éducation postsecondaire en français, en plus de travailler avec les établissements comme le Campus Saint-Jean pour offrir davantage de programmes
programme. Dans le domaine de la justice, les autorités disent vouloir augmenter le nombre de jurés francophones en améliorant la collecte de données sur les compétences linguistiques en français par les services judiciaires. Sans annoncer de sommes précises, l'Alberta souhaite aussi optimiser les investissements dans les réseaux scolaires francophones afin de promouvoir le choix des parents en matière d'éducation. Les obligations contenues dans la politique en matière de francophonie ne sont toutefois pas contraignantes pour le gouvernement puisqu'il n'y a pas de loi sur les services en français en Alberta, contrairement à l'Ontario par exemple. En Alberta, au sein du Conseil des ministres, la responsabilité de la francophonie et du secrétariat francophone revient à la personne titulaire du portefeuille de la culture. Un rôle de secrétaire parlementaire à la francophonie avait été créé en 2019 pour faire le pont entre le gouvernement de l'Alberta et la communauté francophone et ses institutions. Surdose, 192 vies perdues en mars en Colombie-Britannique. Alors qu'Ottawa a accepté la demande de la Colombie-Britannique d'interdire la consommation de drogues illicites dans les espaces publics, le service des coronaires indique que 192 personnes ont perdu la vie des suites d'une surdose au mois de mars dans la province. Cela correspond à une moyenne de 6,2 vies perdues par jour. Par rapport à février 2024, il s'agit d'une hausse de 8% quand 177 personnes ont succombé à une surdose, mais par rapport à mars 2023, soit un an plus tôt, il s'agit d'une diminution de 11% lorsque des drogues illicites ont empoisonné 215 personnes. Cela porte à 572 le nombre de vies perdues pendant les 3 premiers mois de l'année. Depuis le début de l'année, 84% des décès dus aux drogues toxiques se sont produits à l'intérieur, 47% des maisons privées et 37% dans des lieux tels que des logements supervisés, des maisons de transition, des refuges et des foyers. Plus de 14 400 personnes ont perdu la vie à cause d'une surdose depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire pour encadrer la crise des drogues illicites en 2016. La toxicité des drogues non réglementées reste la principale cause de décès chez les Britanno-Colombiens âgés de 10 à 59 ans selon le rapport. En 2024, 71% des décès dus aux drogues toxiques touchent des personnes âgées de 30 à 59 ans. Presque les 3/4 des personnes décédées étaient des hommes, soit un pourcentage de 71%, mais le service des coronaires signale que le nombre de décès féminins est en augmentation. Vancouver, Surrey, Nanaimo sont les villes où le nombre de décès dus aux drogues toxiques est le plus élevé cette année. La Fédération franco-ténoise a dévoilé le 1er mai son nouveau plan de développement global, une feuille de route offrant une vision et des actions pour les 7 prochaines années afin de permettre l'épanouissement de la communauté francophone des territoires du Nord-Ouest. La directrice de la Fédération franco-ténoise, Audrey Fournier, dit qu'il s'agit d'un outil qui porte la vision de la communauté francophone des territoires du Nord-Ouest. Ce plan est en développement depuis quelques années. Il devait être publié à l'automne 2022, mais sa sortie avait été repoussée pour permettre à l'organisme porte-parole de la communauté francophone de bien prendre le temps de faire les choses. Le plan de développement global 2023-2030 présente 7 stratégies articulées autour de 3 axes: capacité et ressources communautaires renforcées, communauté dynamique et engagée, et le leadership partagé et synergie des organismes. L'une des priorités mises de l'avant par le plan de développement global est la diversification du financement des organismes franco-ténoises qui font face à d'importantes difficultés sur le plan financier dans une région particulièrement touchée par le coût de la vie élevé, autant à Yellowknife que dans les communautés. Le faible niveau de financement constitue un obstacle majeur au développement des organismes et par extension de la communauté franco-ténoise dans son ensemble, peut-on lire dans le plan de développement global. La Fédération compte mettre en place une campagne de sensibilisation politique pour informer les élus de la précarité financière des organismes franco-ténoises. Parallèlement, le recrutement et la rétention du personnel sont un autre frein au développement de la communauté. La Fédération franco-ténoise pilotera donc au cours des prochaines années une stratégie d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Finalement, un autre élément clé du plan de développement global, mais qui n'est pas une idée nouvelle, est de doter la communauté d'infrastructures comme des lieux de rassemblement. Cela fait déjà quelques années que la Fédération franco-ténoise évoque l'idée d'un centre communautaire à Yellowknife. Mélanie Joly et Bill Blair au Nunavut pour présenter la stratégie de défense de l'Arctique. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, et le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, sont de passage à Iqaluit au Nunavut pour présenter la politique de défense de l'Arctique qui mise sur une augmentation des capacités de dissuasion militaire face à un contexte géopolitique changeant. Accompagnés du ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, ils ont profité de leur visite pour discuter avec les premiers ministres du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et
et du Nunavut. Les deux ministres rencontreront également des organisations autochtones régionales ainsi que le maire d'Iqaluit durant cette visite. C'est l'occasion pour eux de faire une mise à jour sur les derniers développements sur la sécurité de l'Arctique ainsi que sur les investissements prévus dans la nouvelle politique de défense du Nord. La stratégie nommée Notre Nord fort et libre, une vision renouvelée pour la défense du Canada, a été dévoilée le 8 avril dans la foulée de la présentation du budget fédéral. Le plan prévoit des investissements de 8,1 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années et de 73 milliards de dollars d'ici 2044. Il est notamment question d'augmenter les capacités tactiques des forces armées canadiennes grâce au renouvellement de la flotte d'avions de surveillance, de sous-marins, de véhicules tout-terrain et de missiles. Parmi ces infrastructures, Ottawa compte construire des carrefours opérationnels du Nord, composés notamment de pistes d'atterrissage, d'entrepôts et d'autres bâtiments. Le ministère de la Défense souhaite que ces infrastructures puissent servir aux communautés nordiques dans la mesure du possible. Sur une enveloppe totale de 218 millions de dollars pour les 20 prochaines années, seulement 18 millions de dollars seront alloués à ce projet de carrefour d'ici 2029. Le fil sportif. Un 7e et dernier affrontement entre les Blades et les Warriors avant la finale. Mardi soir, les Warriors de Moose Jaw et les Blades de Saskatoon s'affronteront dans la ville des Ponts afin de déterminer quelle équipe se rendra en finale des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior de l'Ouest. 5 des 6 derniers matchs ont dû se poursuivre en prolongation. Si ce 7e face-à-face devait aussi se conclure en prolongation, il entrerait dans l'histoire contemporaine de la West Hockey League. Pour les Blades, une victoire mardi soir mettrait fin à une période de 30 ans depuis la dernière fois qu'ils ont atteint la finale. Quant aux Warriors, ils ne sont parvenus à se qualifier pour la finale qu'une seule fois durant la saison 2005-2006. L'entraîneur-chef des Jets, Rick Bowness, annonce sa retraite. Lundi, l'entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Rick Bowness, a annoncé sa retraite après 38 saisons passées dans la Ligue nationale de hockey. L'homme originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a compilé une fiche de 98 victoires et 57 défaites en 2 saisons à la barre des Jets, menant chaque fois la formation manitobaine aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Sous la gouvernance de l'homme âgé de 69 ans, les Jets ont terminé au 2e rang de la section centrale de l'Association Ouest de la Ligue nationale de hockey. De plus, ils ont égalé un record de concession avec 52 victoires avant de s'incliner devant l'Avalanche du Colorado au premier tour des séries éliminatoires. Un nouveau terrain de basketball pour les Sea Bears de Winnipeg. Les Sea Bears de Winnipeg et Basketball Manitoba ont acheté un nouveau terrain de basketball modulable qui remplacera le terrain actuel qui a été construit en 1955. Les deux parties ont acheté le terrain des organisateurs du tournoi de basketball féminin March Madness de la National Collegiate Athletic Association. Ce terrain qui a été utilisé pour la dernière fois à Cleveland en Ohio remplacera la surface de jeu de la première saison des Sea Bears au Centre Canada Life cet été. Le directeur général de Basketball Manitoba, Adam Wedlake, explique que l'achat du terrain a été largement soutenu par la province du Manitoba à travers une subvention pour les arts, la culture et les sports, ce qui a permis aux Sea Bears et à Basketball Manitoba d'investir près de 250 000 $ dans l'acquisition de ce terrain de jeu. Les Oilers éliminent les Kings en 5 matchs. Les Oilers d'Edmonton ont remporté le 5e match de la série face aux Kings de Los Angeles par le pointage de 4-3 pour ainsi remporter la série de premier tour 4-1. Leon Draisaitl a inscrit 2 buts et le défenseur Evan Bouchard a récolté 3 aides dans la victoire. Les Oilers envoient les Kings en vacances pour une 3e saison consécutive. Il y a 2 ans, Edmonton avait gagné en 7 rencontres, la saison dernière en 6 et cette année en 5. Comme ça a été le cas pour chacun des matchs de la série, c'est l'équipe qui a inscrit le premier but qui l'a emporté. En 18 matchs de série entre ces deux formations depuis 2022, l'équipe qui marque le premier but présente une fiche de 16 victoires et 2 défaites. Les Oilers débuteront mercredi soir la série de 2e ronde face aux Canucks de Vancouver. Le premier match est à Vancouver et débute à 8h PM mercredi soir. Le Canada toujours parfait avant les demi-finales. L'équipe canadienne de para-hockey a présenté une fiche de 3 victoires en autant de rencontres depuis le début du championnat du monde disputé au Winsport Arena de Calgary. Si les 2 premiers matchs ont été à sens unique, les Canadiens ont fait face à un peu plus d'adversité mardi soir face à la Tchéquie. Les locaux ont tout de même été en mesure de l'emporter 5-1. James Dunn et le capitaine Tyler McGregor ont tous les deux marqué 2 buts. Le gardien Adam Kingsmill a tout de même été solide devant la cage canadienne, bloquant 12 des 13 tirs dirigés vers lui. Grâce à sa fiche parfaite, le Canada termine au premier rang du groupe B et sera opposé à la Chine en demi-finale vendredi.
Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.